noite, né? Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Estevão Mascadas, professor aqui da engenharia, né, e diretor do IAT atualmente. E hoje nós vamos ter a palestra do professor Jacques Torrot. Mas antes eu queria fazer um marketing do IAT, né? Então nós vamos ter na sexta-feira uma discussão com o engenheiro Gilberto Estrela e dois professores da UFMG sobre o pré-sal, né? Que eu acho que é um tema que está meio esquecido por aí, mas que são interesses muito grandes que têm envolvidos na exploração dessa riqueza do Brasil aí, e que vai ser de noite, né? Que é aquele dia de atividades especiais que tem no pessoal do curso noturno e tal. Então estão todos convidados, né? E estão convidados também para conhecer lá o nosso Facebook e a página do IAT, que a gente tenta manter um conjunto de atividades nessa vertente assim, de estudo de problemas transdisciplinares, interdisciplinares, que pode ser interessante para muita gente, né? Então eu queria agradecer aqui a presença do professor Jacques, que ele foi trazido para a UFMG via esse programa de cátedras do IAT, que chama Cátedras Fundec, né? Quem que o convidou foi o professor Francisco Lima, que talvez possa, nós nem combinamos nem nada, mas fazer uma curta introdução aqui, né? Boa tarde. Bem rapidamente, o Jacques vai ter a oportunidade de falar um pouco dessa trajetória dele, por que justificou essa bolsa do IAT, que tem essa abordagem transdisciplinar nos projetos que apoia, e ele desenvolve uma teoria da atividade humana, que além de ser interdisciplinar, ela tem uma aplicação em várias áreas, né, desde engenharia, ergonomia, que foi onde foi desenvolvido inicialmente, educação física e, mais recentemente, a música, que é o ponto, né, que ele vai desenvolver hoje, já está aqui há um mês com a gente, e vou deixar algum material, tem um site também que está indicado aqui, que tem um material disponível dele, e hoje a gente vai discutir especificamente como analisar de maneira científica a criatividade, que até hoje é um tópico que coloca desafios, né, a todos nós de entender a criatividade de uma maneira mais científica. Bien. Bon dia. Je vais commencer par présenter un résumé de ce que je vais vous dire aujourd'hui, afin que vous puissiez un peu anticiper la suite. Ce que je vais faire, c'est m'appuyer sur une recherche sur l'activité de composition musicale d'un compositeur français, et une recherche qui a ouvert tout un espace de recherche il y a quelques années, un espace de recherche dans lequel des études sur l'activité musicale, qu'elle soit de composition, d'interprétation ou d'écoute musicale, pouvaient s'opposer, s'ajuster à des études de génétique musicale, c'est-à-dire des études qui cherchent à relier entre eux des brouillons, des esquisses jusqu'à une œuvre finale, que ce soit en littérature, en musique, en peinture, etc. Et aussi en rapport avec d'autres courants des sciences humaines. Donc cet espace de recherche donne lieu à un congrès tous les 2 ans, hein, sur les processus créateurs en musique. Et donc je vais m'appuyer là-dessus. Mais ce que je vais faire, c'est plutôt élargir le propos. Je vais élargir le propos à d'autres cas de création, de processus créateurs. Et en définitive, je chercherai à la fin à revenir sur justement l'activité de recherche qui a abouti à ces résultats, qui a permis de faire cette étude,
plus largement encore, je m'interrogerai sur l'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance qui est induite, disons, par ce type de recherche. Effectivement, si vous voulez, une activité de recherche, normalement, dans le programme de recherche que je développe, toutes les notions, toutes les méthodes qui sont valables pour les gens que j'étudie, par exemple des compositeurs de musique ou des opérateurs en musique, les méthodes et notions sont valables aussi pour moi-même, le chercheur. Et même plus généralement, sont valables, ce qui est valable pour analyser les activités réelles de recherche est valable aussi pour définir un idéal de connaissance de recherche. C'est là que je vais conclure en fait sur ce par quoi je vais commencer maintenant, c'est-à-dire sur une problématisation de ce que Michel Foucault, c'est un philosophe et historien français, a mis en introduction de son ouvrage Les mots et les choses. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, mais Michel Foucault a pris ce tableau de Diego Velázquez comme finalement comme traduisant, disons, l'idéal de connaissance classique. Alors cet idéal de connaissance classique, tel que Michel Foucault le perçoit, il appelle ça l'épistémé classique. Cet idéal de connaissance classique, c'est l'absence de sujet dans l'idéal de connaissance. Alors, en commentant cette œuvre, vous voyez que normalement le peintre est en train de peindre un couple royal, mais il est absent, le couple royal, donc le sujet du tableau est absent. On le voit qu'il se reflète au fond dans un petit miroir, mais il est fondamentalement absent. Vous avez évidemment le spectateur qui est absent, et Foucault dit aussi que finalement le peintre est comme absent. Vous voyez qu'il n'est pas vraiment absent, il est là, mais il a le pinceau en suspens, disons, son activité est absente. Et Foucault dit, finalement c'est pareil que si le sujet était absent. Or justement, c'est ça mon problème, le problème dont je vais partir. Donc en fait, toute la question c'est de savoir si finalement l'absence d'activité équivaut à l'absence de sujet. Or, c'est exactement ce que, en gros, l'ensemble des recherches que je vais vous présenter contestent. La question du sujet est à distinguer de celle de la question de l'activité. Et le type d'idéal de connaissance que promeut ce type de recherche, c'est un idéal de la connaissance dans lequel il y a présence de l'activité de recherche. Donc, Foucault disait l'idéal classique c'est absence de sujet, l'idéal moderne de connaissance c'est présence du sujet. Alors vous vous souvenez, je ne sais pas si vous connaissez, Kant c'est le sujet le point transcendantal qui justifie l'ensemble de la recherche, Husserl pareil, etc. Vous avez donc effectivement chez les modernes, disons, il y a vraiment problématisation, discussion constante du sujet, disons, dans la connaissance. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment, là, finalement, il devrait y avoir, en tout cas si on suit ce genre de recherche, non pas absence, présence du sujet, mais présence de l'activité de recherche dans l'idéal de connaissance. L'ironie est que, justement, le type de recherche que je vais vous présenter, finalement, fait l'économie de la notion de sujet. Elle est basée sur une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de l'inaction. Alors vous pouvez lire, l'activité humaine est une interaction informative, en insistant sur et formatif. C'est formé de l'intérieur, et entre le corps d'un acteur et l'ambiance, et qui signifie que, disons, un acteur, son activité est toujours une interaction avec son environnement, mais une interaction telle que son organisation interne à chaque instant, qui est le produit de toute son activité jusqu'à ce moment-là, eh bien, cette organisation interne à chaque instant sélectionne ce qui va être pertinent pour lui dans l'environnement. Par exemple, je vais m'intéresser au caméraman parce que j'ai une inquiétude, donc ça sélectionne, et aussi façonne la réponse, disons, que l'acteur va donner à toutes ces sollicitations de l'environnement et même à les anticiper. Donc c'est ce qui est mis dans cette définition.
Alors justement, vous voyez, là, Pablo Picasso a fait une série de variations justement sur le tableau de Diego Velázquez. Alors ça, c'est la première d'entre elles. Vous voyez qu'elle respecte totalement finalement la structure du tableau de Velázquez. Hein. Vous avez à peu près tout le monde. Alors sauf que le magnifique chien andalou là est remplacé par le basset de Picasso qui passait par là. Hein. Là, les choses sont juste esquissées sur le côté. Le peintre, vous voyez, on voit pas très bien ce qu'il fait. Au fond, le miroir, c'est même plus un couple royal, on a l'impression qu'il y a une seule personne, donc ça pourrait être le spectateur du tableau. Et alors voilà, il n'y a pas besoin de parler de sujet, d'activité, tout ça. Vous voyez bien que l'activité, elle est présente d'emblée. D'emblée, si vous regardez ce tableau, vous voyez qu'il y a une activité du peintre. Hein. Il a transformé tout. Il a joué comme un fou avec l'image de Velázquez. Donc il y a une activité du peintre. Et aussi, alors vous êtes sollicité vous-même à être actif, à faire de nouvelles variations. Hein. D'ailleurs, Picasso, vous avez à Barcelone un musée Picasso dans lequel une salle entière est faite des variations sur les Ménines de Velázquez. Donc eh ben, je prendrais ça, moi, plutôt comme idéal, disons, hein, idéal de connaissance qui découle des études dont je vais vous parler. Alors, je reviendrai hein, sur l'hypothèse de l'énaction à la fin. Hein. Simplement, voilà, dire que, ben, justement, ce qu'on peut dire, c'est que pour analyser ces processus créateurs, les analyser comme finalement l'exécution de plans. Hein, et en gros, ben voilà, ça ne marche pas. Alors, vous savez, vous avez une célèbre métaphore hein, qui est celle de l'abeille et de l'architecte. On a pris comme une métaphore de la cognition humaine. Hein, c'est-à-dire, l'abeille serait censée finalement, aller au coup par coup, hein, selon l'occasion. Elle rencontre un mur, elle bouge, elle change de direction, etc. Par contre, alors l'homme, comme l'architecte, hein, aurait une action qui serait organisée par des plans. Ben justement, depuis longtemps d'ailleurs, il y a des recherches qui portent aussi bien sur les abeilles ou les fourmis que sur les hommes, qui montrent que ben, y a des choses communes entre les abeilles et les hommes. Hein. Les hommes aussi sont sujets à l'occasion, hein, à se rencontrer un mur et à changer d'orientation. Et on ne sait pas bien si les abeilles ont des plans, mais en tout cas, si l'homme a des plans, c'est des plans qui sont toujours révisables en situation, révisables selon l'occasion qui se présente. Alors pas des plans, pas non plus des intuitions successives, hein, vous voyez, des coups de génie successifs, hein, qui seraient au fur et à mesure, hein, et qui dépendraient du génie de tel ou tel artiste. Mais plutôt, hein, ce que je mets en second, comme un cours de vie, alors dire relatif à un projet. Cette notion-là, c'est un cours de vie au sens de, bon, ben, qui s'étend sur une longue période, qui peut prendre des années, même ce cours de vie, hein, si on veut l'analyser à fond, et qui est évidemment entrecoupé par d'autres activités. Par exemple, vous avez entendu tout à l'heure la musique de Warek, hein, c'est la première œuvre sur laquelle, sur la composition de laquelle nous avons travaillé. Cette œuvre, bon, ben là, elle a été composée disons, en temps partagé avec d'autres œuvres, même en temps partagé avec de l'enseignement de la part de ce compositeur, en temps partagé aussi avec toutes sortes d'activités qu'il peut avoir, publiques, etc., avec sa famille aussi. Quelquefois, il avait des idées sur sa future œuvre en baignant son enfant dans la baignoire, hein, et ça, hop, vite, il se dépêchait d'aller noter son idée après en laissant l'enfant barboter. Donc, voilà, c'est donc un cours de vie relatif à un projet, c'est-à-dire une activité en temps partagé, telle que finalement, la création, c'est toujours un produit à la fois de la rencontre, de l'occasion, de la situation, avec finalement tout ce qui s'est accumulé, disons, hein, dans la vie précédente, jusqu'au dernier moment, disons, de l'acteur, hein, qui lui permet de sélectionner, façonner sa réponse. Alors, cette première... Alors ça, c'est le déroulement à la fois de l'activité de composition de notre compositeur sur 2 œuvres. Hein. Et aussi, en bas, vous avez le temps de l'étude, avec le temps du recueil de données, le temps de l'analyse. Alors ces 2 œuvres successives. Warek, d'un côté,
celle que vous avez entendue tout à l'heure, et Apocalypsis, qui était pour le compositeur une façon de, disons, de faire des variations sur Dvorak. Il a, à l'issue du concert de création de Dvorak, ce compositeur trouvait vraiment qu'il avait eu des idées géniales pour Dvorak, mais qu'il ne les avait pas épuisées dans Dvorak. Donc il fallait ces idées-là en faire des variations pour les épuiser dans une autre œuvre. Et d'ailleurs ça a duré. Après, il y a encore d'autres œuvres qui ont poursuivi, disons. Il faut vous dire aussi, pour comprendre ça, que c'est un compositeur qui a tendance à diviser son activité de composition en 3 périodes. Une période de maturation, dans laquelle il a une vague idée, il recueille des matériaux, il les met dans un coin, quelquefois sans titre, quelquefois avec un titre. Une période de préparation. Alors la préparation, là déjà, il a un projet, il est même financé en général, hein, donc, bon. Et il a une butée, même, il y a un concert de création qui est prévu, tout est prévu, hein, il y a un financement, il y a tout ça, hein, donc il a même une contrainte hein, très forte. Et cette préparation-là, alors il a un titre, voilà, et au fur et à mesure, il fabrique des esquisses, des brouillons, des plans, d'ailleurs, ça fait partie de la logique de création de ce compositeur, pendant cette période de création, d'écrire le moins de notes de musique possible. Son problème pour ne pas contraindre la suite. Hein, il cherche au maximum à écrire plutôt des métaphores, des abstractions, des idées un peu floues, hein, pour pouvoir ensuite, au moment de l'écriture, pouvoir encore être sensible à l'occasion qui se présente, hein, à chaque fois, finalement, créer à nouveau, hein, à chaque instant de la suite de son écriture. Donc, ça c'est un de ces principes que, d'ailleurs, moi j'ai tendance à le faire mien maintenant, après avoir travaillé avec ce compositeur, hein, de contraindre au minimum, disons, hein, la suite de l'écriture, par exemple, d'un article, d'un projet, etc. Et ensuite, alors là, on pourrait dire l'écriture elle-même, hein, c'est à la fois écriture musicale avec des notes, des portées, etc. Et aussi fabriquer des fichiers son, avoir des logiciels de traitement de ces fichiers son, etc. Alors vous voyez que là, bon, la première étude sur Dvorak s'est faite après que, a posteriori, hein, c'est-à-dire qu'on est revenu avec le compositeur sur son activité de composition, mais après coup. Hein, le concert de création était passé, hein, et pendant presque un an, on est revenu hein, sur son activité de composition. Alors, il faut vous dire que ce compositeur, pour faciliter son activité réflexive, aussi son enseignement à ses étudiants en composition, il garde tout. Hein, donc, on avait, grâce à cette logique de composition, de tout garder, on avait accès à toute une archive, disons, hein, de brouillons, d'esquisses, etc. Alors, je vais vous détailler un peu tout ça. Et puis peut-être quand même la deuxième étude, vous voyez, elle a commencé, on pourrait dire que la deuxième étude s'est faite sur la composition d'Apocalypsis, alors pas a posteriori, là, mais pendant, c'est-à-dire tous les 1 mois et demi, on avait un rendez-vous avec lui pour reconstituer ce qu'il avait fait pendant le mois et demi précédent. Alors c'est ce qui est marqué dans la figure, hein, donc c'était pendant la période, on va dire, on a étudié la composition de Dvorak pendant la période de maturation d'Apocalypsis. Et ensuite, on a pu suivre alors à la fois la préparation et l'écriture d'Apocalypsis, comme ça on pourrait dire en temps réel décalé, disons tous les 1 mois et demi. Alors bon, vous avez vu un peu Dvorak, hein, donc Dvorak vous a été présenté par Morceau tout à l'heure. C'est une pièce hein, pour voix, pour un ensemble d'instruments et pour électronique faite en 5 mouvements. Je ne vais pas détailler tout ça, vous avez la traduction. Elle a été composée en 2002, premier concert en 2003, et nous on a travaillé ensuite. La méthode de recueil de données, hein, c'est bon là, bien sûr il fallait d'abord délimiter avec le compositeur. Pour lui c'était tout nouveau de faire une étude sur son travail. Hein, donc il fallait délimiter avec lui nos objectifs. Il fallait constituer les traces. En particulier, il avait bien tout un dossier d'esquisses, mais qui n'était pas daté. Donc on a fait tout un travail avec lui pour essayer de dater hein, ces esquisses, ces brouillons, les modifications. Ensuite, on a développé ce qu'on a appelé des situations de remise en situation. Hein, on a fait une boulette comme ça. Alors, ces remises en situation, on se sert
finalement, je vais vous les montrer, on se sert de toutes ces esquisses, ces brouillons, du travail qu'on a fait avant, pour remettre le compositeur en situation de composition à chaque instant. Alors ça, c'est voilà, une des pochettes qu'il avait gardées, hein, avec des variations d'ailleurs sur le nom. Vous avez, alors c'est ça qui est intéressant peut-être plus, voilà, là vous avez finalement un kaléidoscope d'idées. Hein. Alors il note ses idées sur des petits bouts de papier. Alors ce qui est intéressant aussi, par une logique de création, c'est que ce compositeur, il garde tout. Hein, et il garde surtout des petits bouts de papier où il a écrit des idées. Alors ces idées, ensuite, il va les retranscrire plusieurs fois, il va les combiner avec d'autres, etc. Mais il garde toujours le petit bout de papier initial pour se rappeler la situation dans laquelle il a entendu ça et où il a eu cette idée pour se remettre dans l'émotion, disons, de découverte de l'idée. Hein. Là, c'est un compositeur qui d'emblée se met en situation d'avoir une mise en relation émotion-idée. Ensuite, vous avez sur le côté, là, vous avez sa partition manuscrite, avec des choses qui ont disparu hein, dans la partition finale. Alors, je vous donne un exemple hein, de bout de papier, par exemple. Ça, c'est quelque chose que notre compositeur a noté. Il était sur l'autoroute, hein, il rentrait sur Paris, et là, tout d'un coup, il entend une musique. Alors, pas du tout le genre de musique qu'il fait, plutôt une musique populaire, type rock, etc. Et là, il a une idée. Il appelle à plein d'accords. Hein, alors Basile déaccordé, je sais pas, voilà, la traduction ne doit pas être assez difficile puisque c'est vraiment une métaphore de peinture. Hein. Vous avez en peinture, vous avez peinture à l'huile, quand vous avez un couteau, vous passez vraiment des couches épaisses de peinture, hein, c'est des aplats. Donc cette idée d'aplat, mais c'est une idée qui prend comme ça sur l'autoroute, il note vite, il se met sur le côté pour écrire ça, et il écrit ce bout de papier avec le nom d'ailleurs c'était de chanteur ou du chef de groupe là, qui fait ça de façon très approximative. Hein. Et ça, il va garder ça pieusement hein, dans toutes ses archives. Alors, voilà, ça c'est les logiciels, le principal logiciel qu'il utilise, hein, qui est un séquenceur. Hein. Le séquenceur, ça permet de mettre des fichiers, les combiner, les inverser, faire toutes sortes de combinaisons comme ça. Et là, voilà ce qu'étaient nos remises en situation. Hein. On voyait le compositeur, on le met avec tous ces brouillons, ces esquisses, son ordinateur, on peut zoomer quand il montre un détail, hein, et puis on cherche à le désituer par rapport à ses situations habituelles. Il est habitué à faire des interviews, mais c'est pour des revues musicales, pour toutes sortes de choses. Il fallait vraiment qu'on le mette dans une situation où il se croit pas encore une fois en interview pour des revues musicales. Ils sachent que là, maintenant, on ne s'intéressait pas à ça, on s'intéressait à son activité, pas du tout à son œuvre, à la limite. Alors, deuxième étude, c'est Apocalypsis. Bon, je vais aller vite, là, ça c'est encore la partition manuscrite. Par exemple, un jour on est arrêté, enfin, il y a 1 mois et demi après, et on suivait au fur et à mesure. Alors, simplement là-dedans, il y a un truc important, c'est ce que j'ai mis en bas, là. Non, peut-être pas, j'ai pas mis encore, voilà. C'est le journal de bord. C'est-à-dire qu'on a demandé au compositeur pour ça, de nous, chaque fois qu'il faisait une intervention sur Apocalypsis, qu'il avait une idée, qu'il travaillait, ne serait-ce que 5 minutes ou une demi-heure sur Apocalypsis, qu'il nous note ce qu'il avait fait. Vous voyez, donc ça c'est son journal. Bon, au départ, il n'était pas du tout habitué à ça. Finalement, d'ailleurs, c'est une méthode qu'il a pérennisée. Maintenant, pour plusieurs de ses œuvres, ensuite, il a tenu un journal comme ça, qui lui sert après, d'ailleurs, pour travailler avec ses étudiants. Alors, vous voyez, je vais vous montrer comment on fait à partir de là. Alors oui, là, je voulais vous montrer une vidéo, mais ça ne sert pas à grand-chose. On entend mal, même en français, on comprend bien ce qu'il dit. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que le compositeur, dans cette vidéo, on voit bien qu'il ne fait pas que nous raconter, disons, ce qu'il a fait. Hein. En même temps, il met beaucoup de gestes, il manipule ses papiers, son ordinateur, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est le type de données, hein, qui n'est pas des données simplement langagères, hein, mais des données de gestes et de langage. Là, alors vous voyez, par exemple, là, notre compositeur, il est parti de son journal, hein, où il a juste marqué détermination de fréquence des accords. Voilà, ça, c'est la seule chose qu'il a marqué. Et à partir de là, il nous... Donc là, voilà, Francisco a fait la traduction. Vous pouvez voir, je ne sais pas, le détail, n'importe pas. Vous voyez le type d'expansion qu'on peut avoir hein, par ce type de méthode.
Alors ensuite, ben, on a ces données-là, et évidemment, on les découpe en unités significatives d'activité pour le compositeur. Qu'est-ce qui est significatif pour lui dans son activité qu'on peut analyser à partir de ces données-là. Ensuite, voilà, bon, oui, voilà, construction, reconstruction, etc. Je ne vais pas vous détailler. Alors, là, ce que je vais faire maintenant, c'est bon, dramatiser un peu, étudier juste un cas, hein, un cas qui montre vraiment bien l'idée de processus créateur à long terme. Hein. Donc c'est le cas d'un moment hein, de composition d'Apocalypsis. Le moment est marqué, alors vous voyez ça c'est le brouillon hein, du 5e mouvement d'Apocalypsis. C'est le principal mouvement de cette œuvre. Il y en a quatre mouvements qui précèdent et les 2 autres qui suivent. Mais ce qui est important, cette espèce d'escargot hein, ou de L. Hein. Alors cet escargot-là, le compositeur a eu, voilà, il s'impose de temps en temps des contraintes un peu folles pour l'obliger à créer. Donc ça, c'est un peu ce genre de choses-là. Il a fait des variations sur les différents mouvements de Voirex, l'œuvre précédente, hein, qu'il a découpé en morceaux, et il les a mis le long de cette espèce de L, là. Hein, et pour qu'il y ait une imbrication, vous voyez, des variations sur le premier mouvement, des variations sur le deuxième mouvement. Alors, une variation sur le premier mouvement, c'est A. Variation sur le deuxième mouvement, c'est B. Variation sur le troisième, c'est C. Sur le quatrième, D. Et sur le cinquième, E. Hein, tous ces petits trucs noirs là, que vous voyez. Et de façon à ce que, sur l'axe des X, hein, qui est l'axe des temps de l'œuvre, finalement, tout ça s'imbrique. Hein, que les morceaux, disons, de variation des différents mouvements d'Apocalypsis s'imbriquent entre eux. Vous voyez qu'a priori, c'est assez fou comme truc. Hein. Vous allez avoir, normalement, ça doit donner le chaos total. Donc toujours problème à notre compositeur, justement, c'est qu'il s'impose évidemment une espèce de contrainte de chaos pour pouvoir, lui, à chaque fois, hein, créer quelque chose de neuf, hein, être obligé de résoudre des problèmes nouveaux. Hein. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est le trait que j'ai marqué, là. Ça, c'est un moment où il est en plus à Montréal, hein, il est venu là-bas pour un congrès. Là, il est déjà vraiment à la fin de l'écriture de son œuvre. Il y a déjà l'éditeur qui lui demande d'envoyer la partition. Il a déjà l'orchestre qui demande des partitions pour travailler. Il est déjà sous pression. Hein. Et là, tout d'un coup, alors il dit non, ça y est, c'est foutu. Ce truc-là n'a aucun sens. Mon œuvre est foutue. Vraiment, j'arrive pas à donner une unité à ce travail-là. Ça sert à rien. Et alors il se met à déambuler dans sa chambre d'hôtel hein, à Montréal, là, son Oliéline ou autre, hein, et en se grattant la tête et en faisant une écoute intérieure, disons, de son œuvre. Hein. Il lit sa partition, mais vraiment il arrive évidemment à faire une écoute interne de cette œuvre-là. Il écoute aussi ses fichiers son, tout ça, et au bout de combien d'heures, je ne me souviens plus, mais au bout d'un certain nombre d'heures, une idée, c'est là, ça y est, j'ai trouvé. Hein. Je vais mettre un éclair aigu. Hein. Donc c'est cette histoire-là, disons, sur laquelle je vais me baser. Alors ce qui est important à noter pour comprendre la suite, c'est que, vous voyez, il y a ce que j'ai marqué un peu en rose, là, le D, c'est que finalement, tout le début, hein, si on projette sur l'axe des X, hein, tout le début, finalement, vous voyez, c'est le D qui prime, c'est-à-dire la variation sur le 4e mouvement de Voirex. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Et un autre truc important pour comprendre, c'est aussi la fin, c'est-à-dire que le E, qui correspond à une variation sur le 5e mouvement, le E, c'est quelque chose qui donne lieu à quelque chose de très structuré, comme une partie justement de D. Hein. Le E et le D ont une certaine communauté, quoi. Et il s'arrête juste un peu avant, juste au moment d'attaquer le D. Alors vous verrez que ça compte dans mon histoire. Alors bon, là, c'est ce que je vous dis. Hein. Là, je ne vais pas vous raconter tout ça en plus. Voilà, alors, il y a des trucs qui ont sauté un peu. Alors je vais au moins vous faire entendre hein, le fameux éclair aigu. Alors, il y a l'éclair aigu et puis quelques modifications hein, qu'il fait à cet éclair aigu. Et ensuite, on va éclaircir le mystère, à la fois raconter l'histoire hein, et aussi l'histoire de notre enquête dans ces données. Alors j'essaye de vous faire entendre l'éclair aigu, c'est la partie verte. Là,
Vous avez mal entendu l'éclair aigu, mais normalement il est... Je sais pas, parce que le son, je ne sais pas comment le régler là-dessus. Ah, c'est là. Ah bon, bah alors, donc, ça va. Enfin, vous avez bien entendu des aigus quand même. Hein. Des nouveaux. Ça correspond à ça. Enfin, les deux bruits. Alors d'où vient finalement, à la fois la crise de notre compositeur et sa solution. Alors je vous ai déjà un peu mis sur la piste en vous parlant du 5D, la variation sur le mouvement 4 de Juarez qui est au début du fameux L, et que le 5D il est composé avec ce schéma-là. C'est un schéma avec des blocs et des conduits. Des blocs c'est les carrés, ou rectangles, et puis les conduits. Les blocs c'est très structuré, les conduits c'est normalement simple, de la musique relativement simple. Alors ça c'est une variation d'ailleurs, vous voyez, ces blocs et ces conduits, c'est une variation sur quelque chose qu'il a déjà fait précédemment dans Juarez, c'est le mouvement. Oui, donc il a fait dans Juarez, c'est le mouvement 4 de Juarez qui est organisé comme ça, mais qui remonte beaucoup plus loin, qui remonte jusqu'à cette idée qu'il a eue un jour. Il était à Bergen, dans un hôtel, et il a eu une idée de ce qu'il appelle de bloc gigogne, qui est de faire ce genre de choses-là. Donc on a une variation, finalement. Le 5D, c'est une variation sur ce qu'il a fait dans Juarez précédemment, mais aussi cette vieille idée qui traîne déjà depuis plusieurs années, qui est exprimée comme ça dans cette chambre d'hôtel. Alors ça donne quoi? C'est justement le type de variation qu'il a développé sur ses conduits pour le 5D. C'est des, voilà, ça c'est le premier conduit. Souvent vous avez plein d'aigus, vous avez des montées d'aigus comme ça. Ça c'est la deux partitions suivantes. Et il y en a plusieurs comme ça. Et même, alors comme ça, en situation, il a même rajouté des choses qui allaient un peu finalement en conformité à ces conduits là. C'est ce qu'il a appelé un claquement de langue. Alors ça c'est pas très bon la production, mais il a ajouté quelque chose qui n'est pas du tout prévu à un moment, un claquement de langue qui est un peu aigu comme ça, ça ressemble un peu à ce genre de choses. Donc vous voyez que tout le début finalement de ce cinquième mouvement, c'est une accumulation quand même de choses comme ça, avec ces aigus, ces choses un peu brusques. Et puis alors justement, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la partie qu'il est en train d'atteindre, qui est le 5E, à ce moment-là, ça va être très structuré, mais comme les blocs de 5D. Donc vous voyez, il est pris à l'arrivée entre, d'un côté, il a fait beaucoup on pourrait dire, de petits éclairs aigus, on pourrait dire précédemment, et il arrive dans un endroit où il aura quelque chose comme les blocs de 5D. Donc là, vous voyez, donc ça, pourquoi la crise? C'est qu'effectivement, en plus, il vient de passer un moment très pianissimo, tranquille comme ça, où il n'y a pas du tout d'éclair, et là, justement, ça devient incohérent. Il a ses éclairs d'un côté, des futurs trucs très structurés de l'autre, et quelque chose de pianissimo, il ne sait pas comment s'en sortir, c'est là qu'il invente l'éclair aigu. Alors évidemment, cet éclair aigu, vous voyez, donc on pourrait dire qu'à la fois, on voit comment est provoquée la crise, alors en remontant dans les données, il faut remonter de plus d'un mois dans les données d'analyse de la composition d'Apocalypsis, et là, il invente alors, à partir de ça, donc la solution, l'éclair aigu, mais aussi, il rajoute encore des choses, il rajoute encore un pseudo-conduit, un peu plus loin, qui n'était pas du tout prévu, etc. Alors vous voyez que finalement, alors que vous avez
une œuvre qui normalement était censée être cohérente avec son idée de elle, etc., devient cohérente grâce à quelque chose qui n'était pas du tout prévu, c'est finalement le conduit, mais pas vraiment le conduit, c'est une extension de l'idée de conduite. Hein. Ces conduits qu'il avait préparés pour 5D, eh bien, là, il les met dans une espèce de catégorie plus large, hein, qui est quand même des poussées d'aigus, hein, en gros. Et c'est ça qui va donner finalement l'ensemble de l'unité finalement de son cinquième mouvement. Ensuite, donc, vous voyez, tout ça, ça va se projeter sur l'axe des X, hein, et donner finalement un cinquième mouvement qui sera ponctué par ces montées en aigu. Bon. Alors bon, c'est un peu tout ce que je vous raconte là, hein, je ne vais pas détailler plus. Ouais, il est superbose, bon. Donc là, bon, on n'a même pas traduit parce que ça ne valait pas vraiment le coup. Hein, oui, de nouvelles idées de conduite, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, vraiment, rien ne pouvait nous faire, nous laisser prévoir, hein, qu'il allait faire l'unité de son cinquième mouvement avec cette extension de la notion de conduite. Hein, là, rien ne pouvait le laisser prévoir. C'est vraiment au fur et à mesure, en situation, disons, qu'il a procédé. Et donc, sans analyser l'activité de composition, hein, on pouvait pas vraiment savoir comment comprendre ce qui s'était passé. Voilà. Alors là, on peut justement, ce qui est intéressant, c'est de l'éclair aigu, on peut remonter dans le temps. Hein, vous voyez que l'éclair aigu vous ramène à la composition de 5D, à l'idée de 5D, à l'entretien, à des entretiens qu'on a fait avec lui sur Warek, dans lequel on a discuté de son idée de ce qu'il appelait bloc gigone, hein, cette espèce de jeu entre bloc et conduit. Hein. Ça nous ramène aussi donc à la composition même de Warek, ça nous ramène aux idées de bloc, hein, qu'il a eues à Bergen en 2001. Vous voyez qu'on a finalement l'idée d'éclair aigu, hein, qu'il a eu là, c'est pas comme ça simplement un éclair de génie tombé comme ça en rapport avec l'inspiration, c'est vraiment le produit de toute une histoire, quoi, de tout un processus créateur. Et ce processus créateur continue, c'est-à-dire l'éclair aigu, et j'aime pas ce truc-là, cette redéfinition du conduit, ça l'amène après dans l'œuvre d'après, il fait une œuvre ensuite qui est une extension même d'Apocalypsis, il l'appelle Extended Apocalypsis, où là carrément, alors d'ailleurs il augmente le temps, hein, l'Apocalypsis dure pas d'une demi-heure, mais il augmente encore, hein, il fait du 40 minutes, et là, eh bien, finalement, cette idée de conduit, cette idée transformée de conduit devient finalement l'unité de l'ensemble, pas simplement du mouvement principal qui était le cinquième mouvement, mais toute l'œuvre est conduite par finalement l'harmonie, la cohérence de son œuvre est conduite par cet éclairage. Alors vous voyez là, ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est une analyse d'activité d'un compositeur, hein, d'un acteur, de musique contemporaine, et vraiment saisir à travers lui-même seulement, à travers son activité. Alors évidemment, dans les différents entretiens, il fait référence souvent, hein, à ses discussions avec la chanteuse, vous l'avez vu, là c'est Donatienne, c'est une athlète de la voix, hein, avec le chef d'orchestre, c'est-à-dire Pierre-André Valade, que vous avez vu sur la vidéo, hein, avec aussi d'autres compositeurs, avec le réalisateur en informatique musicale. Hein, donc là il a tout un tas de relations, disons, qu'on a à travers son activité à lui. Hein. Donc ça, c'est une façon, disons, pauvre, enfin, disons, réduite, hein, de traiter l'activité collective de ce compositeur. Par contre, on peut s'intéresser à des activités collectives. Alors je vais aller vite fait sur une recherche qui a suivi, hein, qui portait sur alors une activité de composition à la fois d'une œuvre pour quartet augmenté. Alors quartet augmenté, vous voyez, ça veut dire que vous avez un violon par exemple, hein, et vous ajoutez des capteurs de mouvement, hein, ici au poignet, et vous avez aussi des capteurs de pression de pression de l'archet. Hein, et tout ça c'est récupéré. Et les informaticiens traitent ça comme, disons, des paramètres du geste musical. Et l'idée, c'est, à travers ce geste musical,
vous pouvez modifier les effets de la musique réelle qui est jouée sur, disons, la musique qui sera répandue par les haut-parleurs. Hein, les effets électroniques, disons, qui seront ensuite répandus par les haut-parleurs. Donc vous voyez, c'est un jeu assez compliqué. Vous voyez, déjà un quatuor, hein, c'est quoi? C'est 4 violons, hein, 2 violons, un alto et un violoncelle. Déjà, il y a beaucoup de mal à se coordonner. Hein. Il y a des problèmes de vraiment, il faut vraiment s'habituer à l'intérieur du quatuor pour pouvoir vraiment se coordonner. Là, on complique la coordination, hein, donc d'où des occasions éventuellement d'improvisation intéressantes. Hein. On complique la coordination avec ce jeu, disons, sur le geste musical, hein, qui est fait par le traitement électronique. Donc, donc vous avez donc une compositrice, hein, c'est Florence Bachet, une équipe de recherche sur le geste musical de l'IRCAM, un quartet, hein, un directeur de... Alors oui, c'est ça, on dit d'informatique musicale, hein, on parle de réalisateur en informatique musicale, hein, qui aide à traiter les logiciels de traitement, etc. Et toute une équipe, hein, qui s'occupe des capteurs, etc. Il y a, donc là, c'est la collaboration entre tous ces gens-là. Et ouais. Alors, bien sûr, pour ça, vous avez des séances, hein, des séances de travail. Alors, il y en a un certain nombre, hein, régulièrement, tous les un mois et demi. Et dans ces séances, on pourrait dire à chaque fois, il y a une partition. Alors, c'est à chaque fois le jeu, c'est de savoir si la partition, elle sert à aller vers 3 choses. Un, la formation du quatuor, parce que c'est un quatuor qui n'a jamais fait ce genre de choses. Hein. Aller vers la composition de la partition par la compositrice, et aller vers le bon fonctionnement, disons, et la création du système de traitement, hein, du geste musical. Vous avez finalement trois objets de conception différents. On pourrait même en ajouter un quatrième, c'est le concept même de quatuor augmenté, hein, puisque c'est la première fois que ce genre de jeu est fait. Donc là, ensuite, il s'agit aussi de préciser finalement la notion même de quatuor augmenté, voir si elle donnera lieu à d'autres œuvres, hein, différentes éventuellement. Donc vous voyez, plusieurs caméras, certaines fixes et certaines mobiles. Là, bon, et à la fin de chaque séance, de chaque session, ils ont un entretien de débriefing, si vous voulez, comme on fait, hein, dans les processus continus, dans les essais sur simulateur en processus continu. Là, je donne un exemple, voilà, vous avez la compositrice et puis le réalisateur en informatique musicale qui discute, d'ailleurs, qui discute d'un moment justement de contradiction entre la prochaine fois, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur finalement la partition ou mettre l'accent sur la mise en... l'amélioration du système technique. Vous voyez, on est dans un jeu assez compliqué de priorité. Alors là, bon, donc là, j'ai dit double, mais il y a même quatuor, enfin, il y en a même 4 objets, hein, pratiquement, de conception. Aussi, une grande indétermination, aussi l'insistance, oui, je l'avais marqué avant, mais l'ensemble de ces protagonistes-là, hein, que ce soit la compositrice, l'équipe de geste musical, le réalisateur en informatique musicale, ils ont déjà travaillé ensemble sur un projet de violon augmenté. C'était un seul violon, hein, pas le quatuor. Hein. Donc il y a déjà toute une habitude de travail. Vous voyez, on peut remonter déjà, ils ont travaillé pendant 2 ans là-dessus, donc on peut déjà remonter sur 3 ans en arrière sur la construction de cet asset. Hein. Aussi, chaque session, ben, ça constitue une situation nouvelle. Hein. Et enfin, vous voyez bien que là, j'ai insisté là-dessus à la fois pour que vous voyez qu'on peut, à partir de ce type, des mêmes idées, disons, de notions et de méthodes, analyser ces activités collectives, mais surtout aussi pour que vous voyez la proximité qu'il peut y avoir avec des processus de création industrielle. Hein. Puisque mon propos, c'est pas de rester à la musique, c'est aussi de voir en quoi ces activités créatrices, ces processus créateurs en musique, peuvent nous aider à mieux saisir, à améliorer, disons, les processus de conception, aussi bien les processus de recherche d'ailleurs, hein, ou de recherche empirique, de recherche technologique, hein, et donc, plus généralement, les processus de conception dans l'industrie. Alors, bon, là, justement, vous voyez, cette recherche-là qui a commencé en 2007,
les publications ne sont pas encore terminées. Vous voyez, là, on est dans un travail à long terme de recherche. Évidemment, on ne va pas faire ça tous les jours. Hein. Là, on a des données importantes. Même, il y a une dernière publication là, qui va avoir lieu de mon collègue musicologue, qui est sur la domestication du geste, qui va sortir prochainement dans un ouvrage. Hein. Alors que, bon, pour Juarez, quand même, on a réussi à peu près, avec les données qu'on avait, disons, à clore, pas tout à fait, mais enfin, à clore l'essentiel, disons, de tirer de cette recherche. Alors, bon, là, je pense aussi à un exemple qui s'est d'ailleurs en partie inspiré de ce travail-là. C'est une thèse qui a été faite à Rennes sur un atelier d'architecture. Vous voyez, où là, bon, ben, le thésard s'est intéressé à comment dans un atelier d'architecture, des élèves en atelier d'architecture créaient. Hein, donc là, il a développé, vous voyez, bon, ça c'est des photos comme ça, et dans sa thèse là, de 2017, hein, il baptise ça approche écologique de l'activité de création en formation, et bon, ben, il a accumulé des observations. Alors ce qu'on appelle autoconfrontation, c'est pas tout à fait ce que je vous ai montré. Autoconfrontation, c'est quand on enregistre en vidéo hein, et qu'on montre aux acteurs finalement leur image et qu'on leur demande de commenter, comme finalement on leur demande d'exprimer ce qu'on appelle leur conscience réflexive grâce à la vidéo. Hein. Là, avec notre compositeur, c'était grâce aux traces qu'il avait laissées, à la remise en situation. Là, c'est grâce à une remise en situation, mais par la vidéo. Bon, et donc avec, alors là, une idée intéressante d'analyse à double niveau, hein, une analyse d'activité au fur et à mesure, comme celle qu'on a faite, mais aussi alors d'activité, disons, en prenant un peu de hauteur quoi, sur, bon, finalement, à partir des méthodes un peu plus classiques en anthropologie culturelle, hein, qui sont, bon, voilà, déjà plus, je dirais plus classiques, mais là, quand même, centrés sur la formation, comme c'était un groupe d'anthropologie culturelle qui était centré sur la formation. Alors bon, ben, voilà, alors là je vais conclure hein, sur finalement un certain nombre de thèses. Hein. La première thèse, alors j'ai cité Charles Sanders Peirce, alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un philosophe savant américain hein, qui est mort en 1914. Alors, il a tout fait, hein, il a fait aussi bien de la chimie que de l'astronomie, il a fait les premières expérimentations psychologiques aux États-Unis, et il a fait développer toute une philosophie, toute une sémiologie. Hein. Et ce monsieur a en gros vraiment insisté comme négatif de ce qu'il proposait sur la non-existence de l'intuition, disant que l'intuition, comme quelque chose qui vous vient comme ça à un moment, hein, c'est une illusion. Hein. On est toujours, disons, toute idée nouvelle vient d'idées anciennes, disons, de pensées anciennes. Alors c'est un peu, pas tout à fait ce que je dirais, c'est plutôt que, là je vous donne en gros ce que j'ai mis en dessous, hein, c'est plutôt que, vous pouvez lire, mais je peux vous le traduire en disant finalement que toute idée nouvelle hein, est le produit, on pourrait dire, de la rencontre d'une situation nouvelle, de la situation, de l'instant, avec finalement la construction de l'organisation interne de l'acteur jusqu'à cet instant. Hein, donc de toutes ces pensées anciennes, si vous voulez. Donc pensée ancienne plus situation, si vous voulez. Hein. Donc c'est un peu une modification de l'idée de Peirce, hein, qui est cette thèse-là. Alors peut-être que je vous laisse lire quand même. Ça, c'est finalement ce que je vous disais que j'allais revenir dessus à la fin. Donc c'est cette hypothèse de l'énaction, hein, qui est pour moi le centre, si vous voulez, d'une compréhension finalement de l'activité humaine en situation, hein, dans les situations réelles, pas dans les situations réduites de laboratoire, hein, en situation réelle, avec toute la complexité. Deuxième thèse, eh bien, une partie de ce cours, alors ce que j'ai appelé cours d'information, hein, c'est formation, informer de l'intérieur, le cours d'action, et eh bien, peut être, disons, donner lieu à conscience, donne lieu toujours à conscience pré-réflexive. C'est-à-dire qu'à chaque instant, hein, c'est la définition, à chaque instant, l'acteur, hein, il peut hein, expliquer ce qu'il fait et qu'il fait à l'instant T. Hein.
et nous dire vraiment qu'est-ce qui est actuel pour lui, qu'est-ce qu'il a vraiment dans son point de vue actuellement sur la situation, mais aussi nous expliquer des choses sur ses anticipations, donc ce que j'appellerais le possible, hein, on pourrait dire dans les catégories de peur, et aussi sur, disons, les habitudes qui sont mobilisées à cet instant. Donc d'abord sur ce qui est actuel pour lui, hein, mais aussi sur ses anticipations et on pourrait dire, ses habitudes qu'il anticipe de mettre en œuvre, hein, même si c'est absolument non consciemment, hein, implicitement. Et cette conscience réflexive, oui, c'est ce que je dis, donc elle traduit l'actuel, le virtuel et le possible. Alors vous voyez que là, ça c'est une idée théorique, hein, la conscience réflexive, parce que si vous arrivez, si vous voulez reconstituer toute l'activité d'un acteur en l'interrogeant toutes les 2 minutes hein, sur sa conscience réflexive, vous tuez son activité. Hein. Donc là, vous voyez que là, on le fait une fois, mais pas 2, hein, disons. Sinon, vous transformez complètement son activité. Donc ça conduit hein, justement à la thèse numéro 3, qui est que dans cette possibilité, elle peut, d'expression de la conscience réflexive, elle peut être actualisée a posteriori, hein, en remettant en situation l'acteur. Alors en le coupant, comme je l'ai dit, de ses situations habitudes de parler de son œuvre, hein, bien sûr, par exemple. Mais j'ai parlé du compositeur, mais vous voyez, un ouvrier d'entreprise, la première chose quand vous l'interrogez, dans certains cas, il va pouvoir vous dire le discours syndical qu'il a envie de tenir auprès du patron, de la direction, etc. Donc, alors, le compositeur, il a envie de vous dire tout de suite ce qu'il dit aux revues musicales. L'acteur d'entreprise, il va vous dire aussi immédiatement ce qu'il a envie de dire dans son activité de revendication, par exemple. Donc, les deux, disons, ne traduisent pas l'activité réelle, disons, qu'il a à chaque instant, disons, de son activité. Voilà, bon, donc après, à partir de là, normalement, avec ces méthodes indirectes, on a des données pour analyser, hein, comme je vous ai montré. Et puis, thèse numéro 4. Alors là, en gros, c'est l'essentiel de cette thèse numéro 4, c'est que, effectivement, vous voyez, là, on a traité de processus, disons, hein, créateurs. Et ces processus créateurs, bon là, il y a en gros, une théorie de l'activité signe, hein, qui est utilisée pour analyser, qui est finalement simplement une traduction conceptuelle de ce que je disais tout à l'heure, de ce jeu entre l'actuel, le possible et le virtuel. Simplement, on complique un peu, c'est pour ça que je ne vais pas vous en parler maintenant, on peut toujours lire les ouvrages qui sont consacrés. Hein. Donc cette activité-ci, finalement, c'est une façon de conceptualiser ce jeu entre possible, actuel, virtuel. Et ce qui est important à dire, hein, c'est que cette activité-là, disons, toute activité, qu'elle soit artistique, etc., on peut l'étendre au-delà des activités musicales, donc aussi à l'activité du chercheur, disons, qui a fait l'étude, hein, parce que c'est ce que je vous ai dit, un programme de recherche qui est auto-réflexif, c'est-à-dire qu'il vaut autant pour celui qui fait la recherche que pour les gens dont on étudie l'activité. Enfin, dernière thèse. Vous pouvez lire, hein, je commence à fatiguer. Donc ça, je vous ramène évidemment au début. Hein, la boucle est bouclée. Je vous ramène à la dernière thèse, là, finalement, voilà l'idée de base, disons, hein, de à la fois cette recherche. Donc là, ça vous ramène aussi à notre ami Michel Foucault, hein, donc finalement à aller au-delà de Michel Foucault, à considérer hein, non pas ni l'idéal de connaissance classique, ni l'idéal de connaissance moderne, mais un idéal de connaissance qui est d'intégrer l'activité dans l'idéal de connaissance. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. On a publié beaucoup de choses, hein, en français, en anglais, hein, donc là-dessus, vous pouvez aussi... vous avez un site internet aussi, vous pouvez trouver des textes. Et voilà, le dernier texte apparaît de Nicolas Denain, là, qui travaille avec moi. Là, il est dans un livre qui apparaît normalement bientôt. Merci.